Je suis très heureux de recevoir ce soir Marc Crépon, qui a publié un livre qui m'a fort intéressé quand je l'ai lu il y a un certain temps, parce qu'il parle, je le dirai, on y reviendra très souvent, de questions fort actuelles, cette leçon sur la violence. Marc Crépon a été normalien, il est agrégé, docteur, HDR, comme on dit dans notre langage d'universitaire, c'est-à-dire habilité à diriger des recherches, c'est-à-dire permettant d'obtenir le grade de professeur. Il a travaillé cette habilitation à diriger des recherches avec un titre de la géographie de l'esprit aux identités hétérogènes. Déjà la question de l'identité se posait à lui à ce moment-là. Il a été directeur du département de philosophie à l'École normale supérieure et il est directeur de recherche au CNRS actuellement. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui, merci. Il a pratiquement constamment travaillé autour de la violence. En littérature, la violence en philosophie, la violence dans la société. Et la violence, c'est à partir de là qu'il était parti, je pense, vous nous le direz, la violence à travers les langues. Comment les langues sont porteuses de différentes violences. Il travaille actuellement autour de ces questions et il a publié de nombreux ouvrages, je ne les citerai pas tous. Par exemple, La culture de la peur, démocratie, identité et sécurité en 2008. Le consentement meurtrier, on reviendra plusieurs fois dans cette conférence sur ce thème-là, en 2012. La philosophie face à la violence en 2015. L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence en 2016. Il a participé aux travaux de la CIVIS, c'est la commission sur l'inceste et les violences aux enfants. Et il a participé aussi au mouvement, à la commission Mille Vies Lude, qui est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Et je vais en rajouter une parce qu'elle est vraiment d'actualité, parce que c'est un immense soulagement. Ça m'a pris même beaucoup plus de temps. J'ai fait partie de la commission mise en place au ministère de la Justice en 2017 pour faire des préconisations sur la mémoire du terrorisme, comment on gère dans les programmes scolaires la mémoire du terrorisme, dont l'une des préconisations était la création d'un grand musée mémorial du terrorisme qui a été un temps abandonné et qui a été remise sur le tapis par le président de la République hier à l'occasion des attentats de la commémoration des attentats du 6 janvier 2015. Il reste la question de savoir où il sera, au Mont-Valérien ou pas. Il sera au Mont-Valérien dans un lieu extraordinaire qui était une ancienne école, un ancien centre éducatif très performant dans l'entre-deux-guerres. Alors cette question de la violence, j'ai à peine besoin de le rappeler, est extrêmement actuelle. L'agression de Poutine en Ukraine, les menaces de Trump sur le Groenland et sur le Panama, les politiques résolues par la violence à peu près partout, le 7 octobre en Israël et la réaction de Netanyahou, mais aussi les violences plus familiales avec le problème posé par l'abbé Pierre, par les sectes, l'anniversaire des meurtres de Charlie, la mort de Le Pen il y a peu de temps. Nous sommes en plein dans la question, et c'est aussi en lien avec 2 ou 3 séances que nous allons faire d'ici peu. La prochaine séance portera sur un livre qui s'appelle Le silence de l'agneau, qui dénonce les méfaits des abus sexuels dans l'Église, et aussi la toute prochaine sera celle de Michel Vivorca sur l'antisémitisme et toutes les conséquences de cet antisémitisme. Et puis aussi, je pense que parler de la violence chez nous est tout à fait, dans ce lieu du passage Sainte-Croix, adapté parce que Marc Crépon y insiste, la religion est loin d'être indemne de toute violence. Il le dit par exemple en page 206, le refus de la violence s'accommode de certaines formes de violence
plutôt qu'il la dérange moins, et elle commence par le mettre au service de son intransigeance. Telle est l'ambition de tous les catéchismes moraux. Il n'en est aucun, assurément, qui ne condamne la violence avec la plus grande fermeté. Aucun qui ne trouve pourtant de bonnes raisons de la justifier, sinon même de l'appeler dans des circonstances et des occasions déterminées. Ainsi en va-t-il de tous les textes sacrés dont se réclament les religions. Bien qu'elles fassent de l'interdit du meurtre un commandement, elles sont remplies de scènes de violence qui sont autant d'armes de destruction entre les mains de ceux que leur besoin de vengeance conduit à s'autoproclamer instrument d'une justice divine. Je pense que la précision contre les religions est... Oui, alors, soit on y revient tout à l'heure, parce qu'on commence tout de suite par le rapport entre religion et violence, même si je suis infiniment convaincu qu'il y a des gens bien plus compétents que moi dans la salle pour en parler, mais disons quand même que ma façon d'aborder cette question du lien entre religion et violence, c'est de dire que la religion, au regard de la violence, c'est un pharmacone. C'est-à-dire un pharmacone, c'est quelque chose qui est à la fois un remède et un poison. Un remède et un poison. Donc, comme vous l'avez rappelé, mais je pourrais revenir, moi je suis nourri des pensées de la non-violence, c'est-à-dire nourri de Gandhi, Martin Luther King, certains textes de Mandela aussi, du temps où c'était lui-même un apôtre de la non-violence, de cette grande tradition-là, et toutes mes réflexions sur la violence et sur la haine, etc., elles sont portées par un principe éthique, dont je pourrais parler plus tard tout à l'heure, qui est celui quand même d'un refus inconditionnel de la violence. Et je pourrais longtemps m'expliquer de ce point de vue-là. Pourquoi la religion est un remède au regard de la violence? Parce que quand on lit les textes de Martin Luther King, quand on lit ceux de Gandhi, quand on lit d'autres encore, dans le fond, c'est une source inépuisable, spirituelle et intellectuelle, de refus de la violence. Il y a quelque chose qui est toujours quand vous vous interrogez au fondement ultime du refus de la violence, de la non-violence, ce qu'on trouve aussi bien chez Gandhi que chez Luther King, autant, on trouve toujours ultimement, comme fondement spirituel du refus de la violence, un commandement d'amour. Et ce commandement d'amour, c'est effectivement dans la religion et Gandhi, qui était un grand lecteur du Sermon sur la montagne, par exemple, et Martin Luther King, etc., le trouve. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se laisser obnubiler exclusivement par la forme, par le fait que les religions sont aussi aujourd'hui des sources de fanatisme et d'intolérance partout dans le monde. Voilà. Des sources de sectarisme. Donc l'histoire des religions est aussi faite de cet accompagnement de la violence, de ces guerres de religion. Elles servent de prétexte ou de déclencheur de violence extrême. Mais quand on a dit ça, ce qui est effectivement important et ce qu'il faut avoir le courage d'affronter, on ne dit que, on voit voilà le poison, voilà, on voit comment les religions peuvent empoisonner le monde, mais on ne dit que la moitié de ce qu'il faut dire, parce qu'il faut aussi s'interroger sur ces ressources spirituelles de la non-violence. Voilà, exactement. C'est pour dire les choses très schématiquement et très rapidement, mais c'est ça. Et donc c'est ça, j'aime beaucoup ce concept qui est platonicien, qui a été repris après par le grand philosophe contemporain Jacques Derrida, ce concept de pharmacone qui dit des choses très importantes. Et il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut... c'est un mot grec, un pharmacone, c'est le remède et c'est le poison. Et c'est à la fois le remède et le poison. Alors là, on parle des religions, mais il y a plein d'autres phénomènes que je pourrais analyser et décrire aussi sous l'angle avec ce concept de pharmacone. Alors, le livre est divisé en deux parties de façon assez marquée. D'une part, la violence politique, sociale. D'autre part, les violences intimes, familiales, individuelles. Je vais reprendre un peu le suivi de ces sept façons
d'analyser la violence. Et le premier chapitre, ou la première leçon, porte sur un peu les principes. Toute existence est relationnelle. Et là, je trouve qu'il y a une affirmation qui consonne avec l'exposition que vous pouvez voir ici en haut. L'individu humain est fait par la relation. Il n'existe pas sans relation. Si je voulais citer un nouveau passage, je citerai le suivant. La relation qui nous lie aux autres espèces, aux animaux, aux végétaux, à notre mutuelle dépendance, elle rendait droit par là même à ce que Michel Serres appellerait un contrat naturel. Si nous ne voulons pas que le monde soit invivable, il y a violence dès que l'on est compromise, la relation dès lors qu'est détruite la confiance minimale qu'on soulignait dans l'ensemble de cet ouvrage. Toute existence est relationnelle. Et cela implique, dites-vous, fondamentalement, la confiance qui est source de toute vie humaine. Oui, est-ce que vous pourriez développer je vais rebondir, ce point-là? Je vais expliquer la méthode et reprendre les choses un peu en amont. D'abord, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi dans le fond, depuis plus de 20 ans maintenant, le fait que de livre en livre, vous revenez inlassablement sur la question de la violence. Alors je vais donner, et puis après je vais venir, je vais quand même l'expliquer et avec trois explications, et la troisième va me permettre de revenir sur votre question. La première, c'est que je crois que la philosophie, pour un philosophe, part toujours d'expériences qui l'ont marqué. La philosophie ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas exclusivement des livres qu'on a lus, on devient aussi philosophe parce qu'on est marqué par une expérience initiatique qui fait que vous êtes conduit à un moment aux questions essentielles. Pour moi, cette expérience initiatique, elle s'est passée à la fin des années 80, entre 1987 et 89, alors que j'étais étudiant, élève à l'école normale supérieure, et il était temps de partir faire mon service national, de partir en coopération. Et là, alors que j'avais demandé à partir au Japon, on m'a finalement envoyé en URSS. Donc j'ai passé 2 années à la fin de l'URSS dans un pays totalitaire, qui était encore totalitaire, en proie à un grand système de surveillance, vivant quand même un certain temps dans la peur. J'avais oublié tout ça, mais je l'ai retrouvé récemment en publiant aux éditions Vanier le journal que je tenais pendant cette période entre 87 et 89. Et donc ça m'a évidemment conduit immédiatement à réfléchir sur à la fois la démocratie, mais aussi sur la violence politique. Donc cette expérience-là, dans le fond, elle a déterminé mon sujet de recherche pour le reste de ma vie. Et puis, dans le fond, l'autre question, c'est que très tôt, je me suis intéressé aux usages que font les philosophes de la première personne du pluriel, du nous. Nous, les Européens, nous les Allemands, nous les Anglais, ou nous les chrétiens. Et ce nous est toujours exclusif. Le nous implique toujours un eux. Le nous se construit toujours par exclusion, par différence. Ça peut être une différenciation, ça peut être une exclusion, ça peut être un rejet. En tout cas, toute invocation de la première personne du pluriel, nous, est toujours source. Elle n'est pas forcément, mais elle est source de violence potentielle. Elle est source d'une violence potentielle. Nous qui sommes ceci ou nous qui sommes cela, c'est une invocation dans laquelle il faut entendre la part de menace. Nous et pas vous. Nous, à la différence de vous, etc. Et donc je me suis, une grande partie de mon travail, depuis c'était ma thèse, etc., c'est dans une sorte d'analyse critique ou de déconstruction de toutes ces invocations de la première personne du pluriel et toutes les constructions philosophiques qui vont avec, et toutes les représentations de la diversité humaine que ça implique. C'est comme ça que j'ai croisé très tôt la question du racisme, la question de l'antisémitisme, etc. Et donc, quand on commence ce travail-là, vous le savez
aussi bien que moi, vous qui êtes philosophe, ou Agnès, et il y en a d'autres dans la salle, quand on écrit en philosophie, quand on travaille, il y a toujours des concepts aveugles. Il y a des concepts qu'on utilise et qu'on n'interroge pas suffisamment. Et donc, dans cette interrogation sur le racisme, l'antisémitisme, les constructions autoritaires ou totalitaires de la première personne du pluriel, si elles appelaient, à mon sens, une déconstruction ou une critique, c'était au titre de leur violence potentielle, de la violence qu'elles enferment en elles-mêmes et que leur usage peut évidemment entraîner. D'accord, je l'ai fait. Et puis à un moment, je me suis dit, oui, mais la violence, il faudrait peut-être essayer de comprendre plus précisément en quoi elle consiste. Et la troisième raison pour laquelle je suis du coup j'ai été amené à approfondir de plus en plus cette question de la violence, c'est l'usage inflationniste du terme. C'est le fait que, dans le fond, nous avons parfois l'impression que la violence se confond avec le réel. Seulement, si tout est violence, alors plus rien ne l'est. Donc, je me suis lancé dans une sorte de clarification pour comprendre quand l'usage du concept de violence est légitime pour décrire telle et telle situation, tel et tel phénomène, et quand il est abusif. Et pour ça, évidemment, il y a deux méthodes. Il y a une méthode que j'ai tout de suite récusée, qui est celle d'analyser la violence à partir de ses causes. La grande difficulté, quand vous analysez la violence à partir de ses causes, c'est que d'abord vous pouvez ne pas être d'accord sur les causes, et ensuite de ça, c'est que très vite, on peut être conduit à justifier la violence au nom des causes qu'il appelle ou qu'il engendre. Et quand on fait ça, on oublie quelque chose. Et quand on se rend dans un processus de justification de la violence au nom de ses causes, alors au nom, je ne sais pas moi, de principes éducatifs, de principes politiques, de la sécurité, de l'identité, de quoi que ce soit, qu'on veuille préserver, sauver, restaurer, etc. Ces causes, c'est les buts visés par la violence. Alors les causes, les causes, oui, elles sont à la fois, c'est les mécanismes qui l'engendrent, et c'est aussi les causes finales, c'est-à-dire les buts. C'est-à-dire, l'histoire de la philosophie est pleine de justifications de la violence au nom de l'éducation, au nom rien ne s'obtient, aucun bonheur n'est possible sans violence, etc. Et l'histoire politique aussi. Et l'histoire politique. Et donc, quand on fait ça, quand on rentre dans le processus d'explication des causes, y compris des causes finales, ce qu'on oublie tout simplement, c'est ce que la violence fait au corps et aux esprits. Comment elle se traduit ? Qu'est-ce qu'elle fait, la violence, à ceux qui la subissent ? Et est-ce qu'on a des critères, est-ce qu'on peut disposer de critères pour qui soient communs à tous les phénomènes qu'on va décrire comme des violences ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les violences domestiques, entre les violences de masse, entre les formes de harcèlement scolaire, sexuel, moral, dans l'entreprise, à l'école, dans le foyer domestique, toutes ces formes de violence-là, violence policière, violence de masse, violence urbaine, etc., quel est leur dénominateur commun qui nous permet de les qualifier comme violence ? Et c'est là que j'en arrive enfin à votre question. Vous dites dans ce sens, la conviction qui anime ces pages est que dans cet ordre de questions, plus que dans aucun autre, les témoignages, les récits, le travail de littérature pour rendre droit à la singularité de ses effets, aux vies mutilées, aux destins brisés, au deuil, aux disparitions, sont non seulement un recours et un secours nécessaires, mais peuvent être un garde-fou indispensable. Oui, alors tout à fait, parce que c'est vrai. La prise en compte des effets. Les effets de la violence, ils sont toujours singuliers, c'est-à-dire même si c'est une violence de masse, même si c'est une violence collective, ce sont toujours des corps et des esprits singuliers que la violence meurtrit ou détruit. Même lorsque nous décrivons une catastrophe
par le nombre de ses victimes, ou une guerre par le nombre de ses victimes. Il ne faut jamais oublier que ce nombre est une abstraction, et que derrière ce nombre, ce qui se cache, c'est une addition de singularités. La violence, elle ne fait pas 150 morts, ou 200 morts, ou 115 victimes, elle fait une, plus une, plus une, plus une, plus une victime, jusqu'à 115. Donc évidemment, analyser la violence par ses effets, comprendre la violence à partir de ce qu'elle fait au corps et aux esprits qu'elle meurtrit et qu'elle détruit, c'est rendre droit à cette singularité-là. Et c'est là où, effectivement, les témoignages, les récits sont essentiels. Alors maintenant, quels sont ces effets de la violence? Quel est le dénominateur commun de toutes les formes de violence? Eh bien, il y en a deux. Et c'est là où je vais revenir sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que je pars effectivement du principe que toute existence, ce qui fait la singularité d'une existence de la vie à la mort, c'est d'être un tissu de relations. Et c'est un tissu de relations qui se déplace avec le temps. À chaque instant de notre vie, au moment T, à chaque moment T de notre vie, nous sommes la résultante d'un réseau de relations. Et ces réseaux de relations, c'est avec des morts et des vivants, donc elle inclut avec des objets, avec un espace familier, avec des lieux, etc. Donc nous existons comme singularité à partir, par le fait des relations que nous entretenons avec des objets, avec un espace, avec des vivants, et même aussi avec des morts. Et toutes ces relations qui nous constituent, évidemment, elles bougent selon le temps, mais même si elles bougent selon le temps, pour que la vie reste vivable, pour que la vie soit vivable, nous avons absolument besoin, nous avons vitalement besoin de leur accorder un minimum de crédit. Et donc les liens qui nous rattachent aux autres, mais ça vaut d'un espace, ça vaut de tout, les liens qui nous rattachent au monde, l'une des modalités essentielles de ces liens qui rend la vie vivable, c'est la confiance. Dans un foyer domestique, sur un lieu de travail, à l'école, dans une cité. Avec les objets que nous utilisons, avec les transports que nous utilisons, nous avons besoin d'un minimum de confiance. C'est la modalité essentielle du lien qui nous rattache. Qu'est-ce que fait la violence? C'est le premier critère qu'il a défini. La violence, c'est une attaque des liens. La violence, c'est une attaque des liens, et c'est une attaque des liens dont le premier effet est de briser la confiance. Qu'est-ce qui se passe dans un couple quand la violence fait irruption? Dès la première gifle, dès le premier coup, et quand ça se répète. C'est cette confiance minimale qui est détruite. Elle peut être détruite entre des parents et des enfants, elle peut être détruite entre des époux. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tout à coup, au sein de la cellule familiale, l'enfant, tout à coup, est victime d'une agression sexuelle? C'est dans cet espace-là dans lequel il vit, la violence, la confiance minimale qui rend dans cet espace-là la vie vivable qui est brisée. Qu'est-ce qui se passe sur un lieu de travail quand tout à coup le harcèlement moral fait irruption? Quand on ne peut plus y aller sans avoir peur d'une remarque blessante, d'une remarque humiliante, d'une remarque dégradante. C'est là encore la confiance qui nous attache aux autres, qui nous attache aux lieux, qui nous attache à notre travail, tous ces liens qui nous constituent, qui se trouvent remis en question. Qu'est-ce qui se passe dans un quartier tout ça, c'est plein de conférences que j'ai en tête, que j'ai fait sur toutes ces questions-là précises. Qu'est-ce qui se passe dans un quartier gangréné par la drogue? Quand vous habitez dans un quartier, puis progressivement il y a 1 point de deal, 2 points de deal, 3 points de deal qui se mettent en place, que vous ne pouvez plus laisser vos enfants sortir, traverser le quartier sans avoir peur qu'ils prennent une balle perdue, etc. C'est tout à fait toute la confiance qui vous lie à cet espace, tous les liens qui vous lient à cet espace, qui demandent un minimum de confiance pour que vous y laissiez vos enfants évoluer, etc., qui se trouvent brisés. Donc, le premier critère pour définir toutes les formes de violence, c'est l'attaque, et elle est souvent irréductible, et elle est souvent irréversible, des liens qui nous lient aux autres. Voilà. Et puis il y a un deuxième critère,
Le deuxième terme, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a sorti ça suffit pas. Parce que ça ne suffit pas pour comprendre exactement ce que fait la violence au corps et aux esprits qu'elle attaque et qu'elle détruit. Eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'au moment où vous subissez la violence, au moment où vous subissez l'assaut de la violence, où vous êtes agressé, verbalement, physiquement, etc., vous êtes réduit à l'état de chose. Vous n'êtes plus, à ce moment-là, que l'objet abstrait sur lequel s'applique la violence qui s'exerce sur vous. Et ça, la philosophie a un mot pour le décrire, qui est donc la réification. C'est la réification, du latin res. Et la réification, lorsque vous êtes attaqué par une forme de, je pense, une injure, une insulte raciste, une insulte antisémite, lorsque vous êtes agressé d'une façon ou d'une autre, verbalement ou physiquement, et que vous n'existez plus que comme l'objet sur lequel s'exerce la force, c'est tout ce que vous êtes et n'êtes pas, infiniment, singulièrement, qui se trouve lié. Donc la réification, c'est-à-dire la chosification de l'autre, c'est la négation de sa singularité. L'autre définition de la singularité, le synonyme de singularité, c'est infinité. Être un être singulier, qui se définit par le réseau de relations qui l'ont constitué depuis l'enfance, etc. Être un être singulier, cette singularité-là, c'est une infinité parce qu'elle dépasse infiniment tout ce que l'autre peut en connaître, en savoir, en découvrir, etc. Et la violence, c'est toujours une négation de cette infinité. C'est toujours une négation de cette singularité, et c'est en ce sens-là que c'est une réification. Si vous êtes réduit à l'état de choses, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une insulte raciste? Qu'est-ce que c'est qu'une insulte antisémite? C'est tout à coup, vous n'existez plus comme un être singulier, infini, avec votre histoire, avec vos fragilités, avec vos vulnérabilités, etc. Vous êtes réduit à une catégorie abstraite à laquelle on vous identifie. L'insulte, c'est ça. L'insulte, c'est on vous réduit à un terme abstrait qui s'applique à vous. C'est pour ça que la réification est une négation radicale de la singularité et de l'infinité et de la liberté. Dites-vous. Et du coup de la liberté. Et du coup de la liberté, parce que ce qui définit fondamentalement notre liberté, c'est cette infinité même. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, comme elle est irréductible, cette liberté, comme l'infinité de ce que vous êtes et n'êtes pas, ne peut pas être niée par la violence autrement que par le meurtre. Le meurtre, c'est au moment où, dans le fond, c'est l'acmé de la réification. C'est le moment où, de toute façon, la résistance de l'autre, la singularité de l'autre résiste, et elle résiste tellement que vous n'avez plus d'autre façon de faire que de la supprimer. Et ça, c'est effectivement ce qui lie, dans sa forme ultime, cette réification qu'est la violence au passage à l'acte meurtrier. Alors là, vous avez, en donnant votre intention et la raison pour laquelle vous écrivez, défini les principes fondamentaux. Pour passer maintenant, dans un deuxième temps, à l'application de ces principes aux deux champs, d'une part le champ politique et plus tard le champ de l'intime, il faudra en venir à ce que vous, dans la troisième leçon, vous dites sur l'État. La phrase courante, c'est de dire que l'État, c'est le lieu de la violence légitime. L'État se réservant la violence. Alors, c'est la définition que donne Max Weber de l'État. Donc, ce n'est pas une définition de la violence, c'est une définition de l'État. Oui, c'est ce que je... Où il dit que l'État, oui, c'est ce que vous avez dit, donc l'État se définit par sa prétention à détenir le monopole de la violence légitime. Et vous contestez cette affirmation? Non, mais là encore, je vais vous dire la même chose. Je dis, c'est une définition qui fonctionne comme un pharmacone. Là encore, vous faire, c'est-à-dire qui est un remède et un poison. C'est vrai, l'État se définit par sa prétention à détenir le monopole de la violence légitime, et on peut dire en un premier temps que c'est une bonne chose.
cette prétention-là. Parce que cette prétention-là de l'État à détenir le monopole de la violence légitime, elle évite que chacun se fasse justice lui-même. Elle évite, dans le fond, la guerre de tous contre tous. Donc il faut bien... Donc on peut considérer que, oui, il est juste que l'État prétende détenir le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qu'il considère que l'usage privé de la violence, la vendetta, par exemple, etc., est un usage illégitime, que les règlements de compte sont un usage illégitime. Et d'ailleurs, lorsqu'un espace donné, lorsqu'une ville, lorsqu'un quartier, lorsqu'un pays, lorsque dans un pays ou un quartier ou une ville, l'État n'est plus en mesure de détenir le monopole de la violence légitime, la violence qui s'y installe est une violence autrement plus forte que celle que normalement définit ce monopole. Mais ce que je dis partout, pourquoi c'est pas seulement un remède, c'est que quand on dit de l'État qu'il détient le monopole de la violence légitime, c'est pas un chèque en blanc. C'est pas un chèque en blanc donné à l'État. Et donc il y a deux conditions pour ça. La première, c'est qu'évidemment l'État qui détient le monopole de la violence légitime, ça ne vaut qu'en démocratie. Ça ne vaut qu'en démocratie parce que évidemment que dans le ça ne vaut que dans la démocratie, c'est-à-dire ça ne vaut que dans l'état de droit. Ça ne vaut que dans l'état de droit. Parce que dans un état qui n'est pas un état de droit, une dictature par exemple, l'État détient bien le monopole de la violence. Mais la violence telle qu'il l'exerce n'a rien de légitime. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des façons pour l'État d'user de la violence, en s'affranchissant des règles de l'état de droit par exemple. Il y a des façons pour l'État d'user de la violence qui lui ôtent toute légitimité. Lorsque l'État met la violence à son service, exclusivement à son service, lorsqu'il a un usage arbitraire de la violence à son service, pour détruire toute opposition, pour faire taire quiconque le dérange, pour se retourner contre une partie de la population qu'il stigmatise, persécute, etc., à ce moment-là, on ne peut plus dire que le monopole de la violence qu'il détient est le monopole de la violence légitime, puisque cet usage de la violence n'a plus rien de légitime. Et puis il y a une autre... Alors donc ça, bon, voilà, ça c'est là... ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est-à-dire à toujours, autant que faire, maintenir la ligne de démarcation qui sépare la démocratie et l'état de droit des formes de régime dont elle doit rester distincte. Avec ceci, pourquoi c'est important ? Parce que cette frontière-là, elle est poreuse. Parce que cette frontière-là, elle peut se brouiller. Parce qu'il y a des voyants rouges qui peuvent s'allumer, même dans les démocraties, quand tout à coup, la limite est franchie. Quand tout à coup, on n'est plus aussi sûr que ça, que l'usage que fait le pouvoir de la violence est un usage légitime. Donc elle est conditionnelle, en ce sens-là aussi, qu'elle demande de la part des citoyens une vigilance critique, une attention critique, un souci critique qui ne doit jamais faiblir. Mais il y a une deuxième limite, dire que l'État a la prétention de détenir le monopole de la violence légitime. Cette deuxième limite, elle est dans ce que l'État lui-même reconnaît comme violence. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que ce que l'État lui-même reconnaît, il détient le monopole de la violence légitime pour s'opposer à la violence, pour protéger les citoyens de certaines formes de violence, de la délinquance, de la criminalité, notamment du trafic de drogue, de tout ce qu'on veut. Bon. Et de ce fait, il définit la violence. Donc de ce fait-là, l'État ne détient le monopole de la violence légitime qu'au regard de ce que lui-même définit comme une violence contre laquelle il s'exerce. Et donc ça, c'est très étonnant parce que, d'une part, l'État peut avoir un usage abusif
de la notion de violence. Si l'État commence à dire, oui, mais n'importe quelle manifestation de rue est violente, et donc je détiens le monopole de la violence elle-même, il est légitime que je recours à la force, y compris pour contrer une manifestation la plus pacifique qui soit, et de décrire cette manifestation pacifique sous le nom de violence, à ce moment-là, la qualification même que fait l'État de telle ou telle manifestation, de tel phénomène comme violente, elle détruit, comme elle est illégitime, elle détruit la légitimité de l'usage que lui-même fera de la violence. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez, quand vous avez dans tel ou tel pays une manifestation pacifique pour réclamer des droits fondamentaux ou je sais pas, pour n'importe quelle question qui peut amener les citoyens dans la rue, si l'État considère que c'est une violence et donc use de la violence pour réprimer cette manifestation, on ne peut pas dire que son usage de la violence est légitime. Et l'autre chose, c'est que dans cette définition qu'a l'État de la violence, il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des violences que l'État ne prend pas en compte. Il y a des violences dont il ne veut pas entendre parler, qu'il ne veut pas lui-même qualifier comme violentes. Et donc à ce moment-là, ce sont des violences aveugles. C'est-à-dire si l'État ne les prend pas en compte, si l'État ne les prend pas en compte, si la loi ne les punit pas, par exemple, on en reparlera dans la deuxième partie, tout ce qui est violence intrafamiliale. Eh bien, pendant très longtemps, c'est le cas. Pendant très longtemps, c'était le cas des violences domestiques. L'État s'interdisait de rentrer dans les foyers, de savoir ce qui se passe. Et donc, énormément les violences intrafamiliales se passaient, portes fermées, fenêtres closes, et on y reviendra. Ou dans l'entreprise. Pendant très longtemps, il était inimaginable de pointer les phénomènes de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral dans l'entreprise, parce que, dans le fond, l'espace de l'entreprise, qui se passait à l'intérieur de l'entreprise, regardait l'entreprise, et l'État n'avait pas à s'en mêler. Donc il y a beaucoup de violences. Je vais prendre encore un autre exemple. Alors, là, autant je me suis dit, il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans la salle, mais s'il y avait des étudiants, c'est là-dessus qu'ils partent aujourd'hui, billes en tête, et ils ont bien raison de le faire. Il y a un certain nombre d'actions, un certain nombre de façons de faire qui contribuent à la dégradation de l'environnement, qui contribuent au saccage de la planète. Ce ne sont pas forcément des actions qui sont poursuivies par l'État et dénoncées comme violentes, qui ne sont pas suffisamment dénoncées comme violentes. Je vais prendre par exemple l'usage de pesticides, des choses comme ça, dont on peut légitimement dénoncer les effets destructeurs comme une forme de violence, mais que pour autant l'État ne va pas dénoncer comme tel. Et donc il ne va pas réprimer comme tel. Et donc à ce moment-là, il y a des formes de violence dont on peut être victime dans la société. C'est ce que j'appelle les trous dans la raquette, qui passent sous les radars. L'État a le monopole de la violence, mais il faut moduler fortement cette affirmation par un certain nombre de réserves. C'est pour ça que ce monopole de la violence légitime, c'est, comme je disais, c'est pas un chèque en blanc, il est conditionnel. Et il est conditionnel. Et je vais vous donner une exemple. C'est si simple que si jamais que lorsque, je pense par exemple lorsqu'aux violences intrafamiliales, ou je pense aussi aux violences sexuelles et sexistes, si la réponse de l'État n'est pas à la mesure de l'ampleur de ces violences et de leur gravité et des victimes qu'elle fait et des souffrances qu'elle engendre et des traumatismes qu'elle laisse, alors elle laisse place à la possibilité qu'à un moment, la dénonciation de ces vionlences, le règlement et la prise en compte de ces violences se fassent autrement. Alors vous avez tout un chapitre après qui prend en considération l'argument que la fin justifie les moyens. Et donc on peut utiliser la violence
à partir du moment où le but visé n'est pas violent, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais laisser la place au public, et je voudrais laisser dans cette partie du livre qui consacrée à la dimension sociale de la violence, vous laissez le temps de parler de la non-violence. Parce que, vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est un de vos thèmes principaux. Pourquoi dites-vous que la non-violence est une hyperbole qui est absolument à défendre à travers tout? Je vais juste, quand même, sur la question des moyens et des fins, dire une phrase. Effectivement, très souvent, il y a eu plein de spéculations philosophiques. Une grande partie des textes de philosophie sur la violence consiste à poser la question de la violence comme moyen légitime pour obtenir des fins elles-mêmes légitimes. Voilà. Sauf que l'image que j'utilise pour contrer cette définition très classique de la violence, c'est celle de la boîte de Pandore. La violence, c'est une boîte de Pandore. C'est-à-dire que, dans le fond, on sait quand on lui concède un petit peu d'espace, ça va me préparer à votre question, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. Quand l'État commence à s'accorder un peu de violence, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Quand dans un processus éducatif, on donne droit à la violence, en espérant par la violence obtenir telle et telle fin, c'est pareil. Donc à un moment, la violence comme moyen pour obtenir des fins légitimes excède toujours les fins qu'elle dit. Ça, c'est ce que dit Hannah Arendt dans un texte très célèbre, où Hannah Arendt, évidemment, pointe ceci, que dans le fond, la violence, c'est un moyen dont on n'a pas la maîtrise du destin, dont on n'a pas la maîtrise de l'avenir. C'est ça la boîte de Pandore. Et toutes les prévisions que l'on fait sur le résultat de la violence sont démenties par les faits ou irréalistes. Oui, c'est le propre de la violence révolutionnaire, par exemple. C'est-à-dire, la violence révolutionnaire, il est très très rare qu'au terme de la révolution, la violence qui a été usée par les révolutionnaires pour arriver au pouvoir s'arrête. Donc au bout d'un moment, la violence sert d'autres fins. Elle sert à maintenir le régime au pouvoir, etc. Et c'est le cas, évidemment, de toutes les violences domestiques. Alors, puisque la violence n'est pas à privilégier dans le champ politique, la non-violence, dont vous êtes un grand défenseur. Mais pourquoi ? Eh bien, pour toutes les raisons que j'ai, c'est-à-dire que précisément... Vous dites même à un moment qu'elle est agressive, la non-violence. Non, c'est-à-dire, le paradoxe est le suivant. Le paradoxe de la non-violence est le suivant, et c'est une aporie dans laquelle dont je ne suis pas sûr d'être jamais sorti. Dans le fond, tout le livre, là, est une façon de s'expliquer avec cette aporie. C'est que, en un sens, je considère que on ne peut partir que du principe d'un refus inconditionnel de la violence, pour toutes les raisons que je viens je veux dire, on ne peut pas commencer si la violence répond bien à ces deux critères, hein, c'est-à-dire l'attaque des liens et la réification, il n'y a rien qui puisse justifier qu'on donne droit à cette rupture de la confiance et à cette réification. Si on accepte de considérer que la violence est une boîte de Pandore, qu'on sait quand ça commence, qu'on ne sait pas où ça finit, etc., on ne peut que s'en tenir à un refus inconditionnel de la violence. Seulement voilà le problème. Le problème, c'est le consentement meurtrier. Le problème, c'est que... alors, qu'est-ce que c'est le consentement meurtrier ? Le consentement meurtrier, c'est que... pour moi, il y a un principe éthique dont je parle dans tous mes travaux depuis 15 ans, ça parle de ce principe-là, qui est de dire que, dans le fond, les relations humaines, ce qu'on appelle l'intersubjectivité, les relations humaines sont fondées c'est le principe éthique qui fonde les relations humaines, sur la responsabilité du soin, de l'attention, du soin et du secours qu'exige de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. C'est-à-dire que ce qui
nous définit comme appartenant à un même monde. Le lien entre les humains, ce qui nous lie les uns aux autres, c'est la responsabilité du soin, de l'attention et du secours. Vous êtes proche de Lévinas. De partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Bon, c'est une question secondaire. Oui, non. Mais sauf que voilà, évidemment que cette exigence théorique de responsabilité, qui est radicale, qui est hyperbolique, qui est excessive, notre exercice pratique de la responsabilité n'est jamais à la mesure de cette exigence. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, c'est la finitude de l'existence humaine, la finitude de nos facultés, la finitude de nous ne pouvons pas être responsables, exercer la responsabilité de l'attention, du soin et du secours qui exige de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Donc nous vivons, l'existence humaine se joue dans un abîme entre la responsabilité théorique et l'exercice de la responsabilité pratique. Cet abîme-là, c'est l'espace du consentement meurtrier. C'est que dans le fond, nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en nous accommodant de certaines formes de violence contre lesquelles nous ne faisons rien, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vivre sans sacrifier certaines formes de vulnérabilité et de mortalité auxquelles nous ne sommes pas en mesure de prêter l'attention, le soin et le secours qu'elles exigent. D'accord. Et donc, dans cet espace-là, c'est ce que j'appelle le consentement meurtrier, qui ne désigne pas des coupables et des innocents. C'est juste une modalité fondamentale, c'est anthropologique, c'est une fondamentalité, c'est une dimension fondamentale de notre appartenance au monde. C'est ce qui fait le tragique de l'existence humaine. Le tragique de l'existence humaine, c'est, dans le fond, l'impossibilité d'exercer cette responsabilité théorique à la hauteur, d'exercer notre responsabilité pratique à la hauteur de son exigence théorique. Dans le fond, notre responsabilité est toujours prise en défaut. Et c'est ce défaut-là que désigne la notion de consentement meurtrier. Sauf qu'on peut soit en faire une fatalité de l'existence, soit on peut en faire un très puissant moteur d'action. En disant, très bien, nous vivons dans cet abîme-là, dans cette faille-là, et nous devons agir avec et faire avec. Et il y a plein de façons de faire. Et dans le livre qui s'appelle Le consentement meurtrier, je décris les gestes de bonté, les gestes, les différentes formes d'action éthique qui permettent, dans le fond, d'échapper à la fatalité du consentement meurtrier, sachant qu'on n'y échappe jamais complètement. Mais on refuse de vivre avec sans rien faire. Parce que vivre avec sans rien faire, c'est le nihilisme. Et donc voilà, pourquoi est-ce que la non-violence, c'est un grand paradoxe? Parce qu'en un sens, je ne peux faire aucune concession à la violence. Si je fais une concession à la violence, je ruine en quelque sorte ce principe-là. Mais il arrive parfois que je sois acculé à la violence pour éviter une forme de violence plus grande encore. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que le refus inconditionnel de la violence, il est intenable s'il conduit à s'accommoder de formes de violence contre lesquelles il ne fait rien, il ne dit rien. Donc l'agressivité, elle est là. C'est-à-dire que le refus inconditionnel de la violence ne doit pas se priver de certaines formes d'agressivité pour dénoncer la violence, pour la critiquer. Et donc voilà, c'est ce que savait très bien imaginer Gandhi, Luther King, et quelques autres. Il y a des formes dans le fond de lutte contre la violence qui pour autant ne cèdent pas à la violence selon les deux critères. C'est pour ça que j'ai besoin de ces deux critères. Le critère de l'attaque des liens, de la rupture de la confiance et le critère de la réification, j'en ai besoin pour donner droit à certaines formes d'action que je ne vais pas qualifier de violence parce qu'elles ne répondent pas à ces deux critères, mais qui en même temps peuvent être quand même agressives et représenter une lutte contre la violence. C'est ça l'aporie, c'est comment
refuser radicalement la violence, sans que ce refus radical de la violence ne revienne à une forme de passivité qui, in fine, s'accommode de violences contre lesquelles elle ne tait rien, contre lesquelles elle ne fait rien, etc. Je voudrais laisser un peu de temps à la salle pour réagir, mais ne pas ignorer non plus tout le deuxième volet du livre dont on n'a pas encore parlé, celui de la violence à l'égard des intimes, qui regorge de dénotations très fines sur les différentes conséquences, sur les différents effets de la violence, soit à l'intérieur des familles, soit notamment par l'inceste, etc., soit dans les sectes et dans la façon dont procèdent les sectes pour alors, il faudrait qu'on arrive à dire en quelques mots, si possible, de toute façon, après, quitte à ce qu'on revienne sur ces deux aspects-là, plutôt dans la discussion avec la salle. Juste le livre, c'est 7 leçons sur la violence. Il y a c'est 5 leçons plus 2. Les 5 leçons sont assez théoriques et recouvrent un peu. Les 5 premières leçons sont assez théoriques et recouvrent tout ce que je viens de dire. Les 2 dernières leçons, consacrées aux violences de l'intime, sont beaucoup plus appliquées et pratiques. Au départ, dans une forme beaucoup moins développée, ce sont des commandes l'une et l'autre. Et ce sont des commandes dans des espaces qui m'ont beaucoup impressionné. La première fois, c'est le juge Durand. Le juge Durand, c'est celui qui a été le président de la Civise, la commission mise en place à la suite du livre de Camille Kouchner, La Grande Familia. Le président de la République met en place la Civise, qui est une commission d'information sur les violences sexuelles sur mineurs. Et j'avais déjà publié des choses sur ces questions-là, et le juge Durand m'appelle en demandant d'être auditionné par la Civise. Et donc, initialement, une amie éditrice m'avait demandé d'écrire un livre sur la question qui s'appelle Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs, qui avait été déclenchée par l'affaire Matzneff. Un jour, je vais au café et je dis je crois à cette amie éditrice, et je venais d'avoir une discussion avec une étudiante sur l'affaire Matzneff. Et je lui raconte un peu cette discussion. Elle me dit, mais Marc, écris-moi un livre là-dessus. Donc j'hésite beaucoup. Je me dis, bon, quand même, un livre sur l'inceste, les abus sexuels, etc. Bon. Et puis, ma femme était très réticente. Elle m'a dit, là, tu vas prendre que des coups, là. Si tu t'aventures là-dessus, ça va être compliqué. Ma fille, qui a 30 ans, me dit, vas-y, papa, tu ne peux pas avoir écrit sur la violence et ne pas maintenant écrire ce livre, donc tu le fais. Donc j'ai écouté ma fille. Et donc je me suis mis, à ce moment-là, une amie me dit, tu vas écrire sur l'inceste. Alors attends. Elle-même avait été victime de violences d'inceste, violée par un de ses frères quand elle était adolescente. Et elle me dit, bon, j'ai de la documentation pour toi, écoute, je vais passer te voir. Et elle arrive avec un sac d'Arty, un sac d'Arty rempli de livres sur les abus sexuels, l'inceste, etc. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, j'ai passé mon premier confinement à lire ces livres pour pouvoir écrire ce premier livre, c'est ainsi la société à l'épreuve des affaires de mœurs. Pourquoi je vous dis, et maintenant, et ensuite le chapitre. Donc le juge Durand avait lu La société à l'épreuve des affaires de mœurs, et donc il me demande d'être auditionné, et c'est ça. Et alors vous incitez sur la pédocriminalité comme justement destructeur de la confiance au moment où l'enfant doit construire sa personnalité, et cette pédocriminalité empiète sur cette construction de l'enfant. Oui, c'est un texte donc qui a pris une certaine ampleur. Les 2 dernières leçons sont beaucoup plus développées que les 5 premières, elles sont plus pratiques, plus empiriques. Et oui, c'est-à-dire que j'affronte dans cette... Vous savez, il y a eu quand même, dans les années 70, toute une rhétorique disant qu'il est normal que les adultes initient les enfants à la sexualité, il y avait plein de légitimation et de justification de l'inceste, de la pédophilie, etc. Et donc, j'essaye d'expliquer... Alors, je peux dire en 2 mots, mais ça va prendre du temps, mais le temps marche pour vous. Et dire... Pourquoi est-ce que, dans le fond, les relations sexuelles entre adultes et enfants sont impensables et qu'est-ce qu'elles détruisent? Et dans le fond, ce que j'explique vraiment là, en 2 mots, c'est que... On laissera tomber le dernier chapitre, on insiste sur celui-là. Oui, qui était aussi une commande, et je vous raconterai juste un détail sur le chapitre. Et donc, on dit en général qu'on est le propriétaire de son corps.
C'est pas tout à fait vrai. Les choses sont plus compliquées que ça. En réalité, son corps, on ne cesse de se l'approprier. Donc le corps est l'objet chacun, enfin notre singularité, notre vie est faite de l'appropriation de notre propre corps. Donc toutes les étapes de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, sont des modalités de cette appropriation-là. L'acquisition du langage, l'acquisition de la motricité d'abord, et puis du langage, et puis la danse, et puis le sport. Donc progressivement, on s'approprie son corps. On est évidemment, bien sûr, le propriétaire de son corps, juridiquement, etc. Ça, il n'y a rien. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on est le propriétaire de son corps, et en même temps, non, on n'en est jamais le propriétaire parce qu'on ne cesse jamais, tout au long de son existence, de se l'approprier. Et évidemment, la découverte de la sexualité, c'est une modalité de cette appropriation, c'est un des éléments de cette appropriation. Les premiers baisers, les premières caresses, découvrir qu'on peut donner du plaisir et en recevoir avec son corps, etc. Et c'est une modalité fondamentale de cette appropriation. Et donc, lorsqu'un adulte s'empare du corps d'un enfant pour la satisfaction de ses besoins, il ne l'initie pas à la sexualité, il court-circuite cette appropriation. Il l'empêche. C'est ça le traumatisme. C'est pour ça que les victimes d'inceste, que les victimes d'abus sexuels dans l'enfance disent que quelque chose leur a été volé. Ce qui leur a été volé, c'est cette appropriation progressive, à leur rythme, de leur propre corps, de leur sexualité. Si vous lisez le journal de Gabriel Matzneff, qui s'appelle « La prunelle de mes yeux », dans lequel il raconte, c'est insupportable, c'est la limite du supportable ce livre. Gabriel Matzneff, dans « La prunelle de mes yeux », raconte, c'est le volume de son journal qui raconte toute l'histoire avec Vanessa Springora. Vous allez avoir beaucoup de mal à le trouver maintenant parce que c'est évidemment plus publié et sorti des rayons des librairies. Et quand on le lit, on est stupéfait de découvrir comment, dans le fond, cette jeune adolescente de 13 ans, sa sexualité, son identité, sa personnalité, ses sentiments, il n'en a rien à faire. Elle est, proprement, on retrouve le critère réifié, objectivé. Donc qu'est-ce que c'est que le court-circuit de cette appropriation, de cette étape de l'appropriation du corps qui est la sexualité? C'est la réification du corps de l'enfant. L'enfant est un objet, le corps de l'enfant devient un objet de plaisir, un objet de satisfaction des pulsions, au détriment de ce temps long, heureux, fragile, vulnérable, etc. C'est déjà tellement compliqué l'appropriation de sa propre sexualité. C'est déjà tellement une source de vulnérabilité que le court-circuit, c'est un surcroît de vulnérabilité, c'est-à-dire qui ne laisse que des traumatismes. Donc c'est pas que des traumatismes. C'est pas vrai qu'un adulte peut initier un enfant à la sexualité. Ce qu'il laisse à l'enfant quand il s'est donné ce droit-là, ça n'est que des traumatismes dont toutes les affaires qui remontent ces dernières années et qui montrent à quel point ce traumatisme est durable, s'étend sur des années, des décennies. Elle a mis le dernier truc, pour le dernier chapitre. En restant 30 secondes là-dessus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, c'est que vous parlez de l'autorité et que vous dites, entre autres, mais sans vous relancer là-dessus, qu'il y a plusieurs dimensions de l'autorité et qu'on ne peut pas unifier l'autorité, qu'en tout cas il n'y a pas d'autorité dans le domaine sexuel. Voilà, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que notre existence est un tissu de relations. Dans le propre de l'enfance et de l'adolescence, c'est que dans ce tissu de relations qui nous lie au reste du monde, il y a des relations d'autorité. Il y a l'autorité des parents, il peut y avoir l'autorité du prêtre, si on est croyant, ou l'autorité de l'entraîneur sportif, etc. Et chacune de ces autorités est prise dans un ordre propre. Elle a son ordre propre, avec ce qui est permis de faire, ce que l'enfant peut en attendre et ce qu'il n'en attend pas. Et donc évidemment que lorsque la sexualité s'immisce dans cette relation, elle détruit la nature même de la relation et elle pervertit l'autorité et elle la décrédibilise. Ce faisant, elle détruit le monde de l'enfant. Donc l'enfance, c'est un monde, chaque enfant est un monde à lui tout seul, et l'abus sexuel du corps d'un enfant, ça n'est rien de plus et rien de moins que
la destruction de ce monde qu'il mettra parfois des années, des décennies à réparer et à restaurer. Je vous propose de laisser en suspens le dernier chapitre sur la Miviludes et les sectes. Ce sera une incitation à acheter votre livre à la sortie, oui. et à le faire signer, parce que si vous le dites tout, ils vont plus avoir envie de l'acheter. Pourquoi la Miviludes, ça a été comme avant, c'est-à-dire qu'à un moment, la responsable de la Miviludes, qui est une magistrate, me dit on voudrait, à la fin du rapport parlementaire, que vous nous écriviez le regard du philosophe. J'ai dit d'accord, mais il me faut de la documentation. Je suis allé à la Miviludes, je suis revenu avec une valise de rapports et de documentation sur les dérives sectaires. Et juste pour dire, je pense que c'est un des grands fléaux qui nous attend. Le jour où on va prendre conscience de l'ampleur des dérives sectaires, comme on prend conscience, comme on a pris conscience de l'ampleur de l'inceste, c'est une déflagration. Mais vous ne dites rien du contenu du chapitre. Du contenu du chapitre. Vous avez la parole, et avec mes excuses pour avoir été aussi long et vous avoir... C'est vos questions qui étaient trop bien. C'est votre faute. À vous les questions. Je ne sais pas, je ne suis pas parlé parce que je n'utilisais pas. Je me vends. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis vraiment intéressée. Par rapport à la façon dont vous définissiez la violence, qui est l'attaque des liens et la réunification, je me pose la question par rapport à l'État que vous nommez comme le lieu d'une violence, de la violence légitime. Et je trouve que est-ce qu'on peut légitimer la violence? C'est là où je pose cette question-là. Alors, c'est là où vous voyez très bien, c'est une très très bonne question. C'est-à-dire que si je m'en tiens à ces deux critères, l'attaque des liens et la réunification, aucune violence n'est légitime, pas plus celle de l'État que celle de quiconque. Et c'est pour ça que la violence légitime, donc peut-être qu'il faudrait changer de mot et ne plus appeler ça violence. Mais par exemple, je vais vous donner un autre exemple. On peut évidemment considérer que l'incarcération, voilà, c'est-à-dire le fait qu'il y a des individus en société qui doivent être empêchés de nuire, voilà, et qui doivent être dans le fond soustraits à la vie en société, on peut effectivement légitimement considérer que c'est une nécessité parce que c'est une mesure de protection. Une mesure de protection des autres. Donc là, on voit bien que dans le fond, laisser des délinquants en liberté, ce serait exposer l'ensemble de la population à une violence. La meilleure preuve, c'est que quand des quartiers sont gangrénés par une forme de délinquance, là, la violence règne de façon absolue. Donc, sauf que voilà, l'incarcération, on peut très bien la prendre comme une nécessité et considérer que de ce point de vue-là, ça n'est pas une forme de violence au regard des deux critères que j'établissais précédemment, l'attaque des liens et la réunification. Sauf qu'il y a des conditions d'incarcération, des formes d'incarcération dans la prison qui, elles, pour le coup, transforment l'incarcération en violence. Vous voyez ? On peut considérer par exemple que le fait que un prévenu soit arrêté par la police, interrogé, c'est légitime. Mais il y a des formes d'interrogatoire, mais il y a des formes de surveillance, mais il y a des formes d'enquête, il y a des formes d'action de l'État qui, on va caractériser comme violentes et donc considérer comme illégitimes au regard des deux critères que j'établissais précédemment. C'est pour ça que l'État, quand j'ai oublié de le préciser dans l'esprit, mais quand on dit que l'État détient le monopole de la violence légitime, il y a évidemment il est très très conditionnel, ce monopole. Il est très très conditionnel. L'usage des armes, les techniques de surveillance, les techniques d'interrogatoire, les techniques d'investigation, etc., doivent être sous un strict contrôle de l'état de droit. Il y a dans un texte, on n'en a pas parlé, mais il y a un grand texte philosophique sur la violence
qui s'appelle Critique de la violence, qui est du philosophe allemand Walter Benjamin. Et il y a une distinction que je trouve essentielle dans ce texte, qui fait au tout début. Il distingue deux types de violence. Il distingue la violence qu'on appelle fondatrice de droit et la violence conservatrice de droit. La violence fondatrice de droit, c'est celle qui arrive quand un État se met en place et qu'il a... donc c'est la violence révolutionnaire, c'est toutes ces violences qui fondent un nouveau régime. La violence conservatrice de droit, c'est celle qui maintient le régime en place. Et c'est celle donc, qui, dans le fond, applique la loi. C'est celle qui, dans le fond, fait respecter la loi. Et le grand risque pour tout État, c'est la confusion entre la violence conservatrice de droit et la violence fondatrice de droit. Et cette confusion, elle apparaît chaque fois que les organes de sécurité chargés de faire respecter la loi sortent de leur cadre légal. Et à ce moment-là, ils ne se chargent pas, ils ne sont plus seulement une violence conservatrice de droit, ils sont une violence fondatrice de droit au sens où ils font la loi, où ils font leur loi. Donc toute arrestation arbitraire, tout usage de la force arbitraire, etc., transforme la violence conservatrice de droit en violence fondatrice de droit. Elle échappe au contrôle de l'état de droit. Voilà, donc voilà pour répondre à votre question. Et vous avez bien fait de le préciser que lorsqu'on dit de l'État qu'il détient le monopole de la violence légitime, ce que ce monopole de la violence légitime désigne ne peut pas être compris dans les deux critères, selon les deux critères de la violence que je détenais initialement. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je conteste cette expression-là. Après, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai trouvé tout à fait passionnant ce terme, et en même temps, il m'interroge beaucoup, de consentement meurtrier. Ah. Je ne le connaissais pas, je ne sais pas d'où il vient, ou si c'est vous qui l'avez... mais ça me... Oui, il m'a beaucoup interrogé. En même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être si vous l'avez situé comme un intermédiaire entre la théorie de la non-violence et la pratique... je sais pas, je suis très interrogée sur ce terme. Non, consentement meurtrier... Alors, l'expression n'est pas... L'inspiration vient de Camus. Moi, je suis un très grand lecteur de Camus. C'est vraiment... Il est très présent, il est dans beaucoup de mes livres. Je reviens beaucoup à Camus, beaucoup plus qu'à Sartre. C'est une beaucoup plus grande source d'inspiration pour moi que Sartre. Et dans le fond, il y a un moment très particulier où Camus parle de consentement au meurtre, quelque chose. Il ne parle pas de consentement meurtrier, l'expression m'appartient, elle a donné lieu à un titre, c'est ce livre qui a tout changé pour moi, que j'ai publié en 2012, qui s'appelle Le consentement meurtrier, aux éditions du Cerf. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment... c'est là où j'ai commencé à développer des théories plus personnelles autour de la violence, etc. Mais Camus parle du consentement au meurtre dans ses textes sur l'Algérie. Dans ses textes sur l'Algérie, et c'est très simple ce qu'il dit, c'est-à-dire... si vous justifiez la torture au nom de la lutte contre le terrorisme, vous êtes dans le consentement au meurtre. Si d'un autre côté, vous justifiez le terrorisme pour vous opposer, pour répondre à la torture, voilà, vous êtes dans le consentement au meurtre. Et donc, dans le fond, vous savez, la question du meurtre, c'est le fil conducteur de toute l'œuvre de Camus. Camus, il n'a pas cessé de parler de ça du début à la fin, dans ses pièces de théâtre. L'étranger, il y a même une histoire de meurtre au milieu, dans La Peste, etc. Donc la question du meurtre... Et Camus, il avait sa propre définition du nihilisme, qui est la grande affaire de notre temps. Et le nihilisme, pour Camus, il le définissait comme la prolifération sans précédent des consentements au meurtre. Voilà. Si vous justifiez... Alors, par exemple, c'est l'une des grandes choses qui l'oppose à Merleau-Ponty, lorsque Merleau-Ponty écrit un livre qui s'appelle « Humanisme et terreur », qui est une critique du roman
de Arthur Koestler, Le zéro et l'infini. Et dans Humanisme et terreur, c'est un texte qui, dans le fond, quelque part, justifie la terreur en URSS. Vous savez, vous connaissez l'histoire, vous savez que ça a été l'occasion de la brouille. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. On aurait aimé mettre une petite souris pour voir. Donc ça se passe un jour chez Boris Vian. Chez Boris Vian sont réunis ce soir-là, dans une soirée, il y a Jacques-Laurent Bost, et puis il y a Camus, Merleau-Ponty et Sartre. Camus, Merleau-Ponty vient de publier Humanisme et terreur, dans lequel il justifie quelque part, alors c'est très compliqué, c'est un livre, il justifie quelque part plus ou moins les procès de Moscou. Il est très violemment pris à partie par Camus. Merleau-Ponty répond, Merleau-Ponty garde son calme, mais Camus, qui était un homme assez sanguin, s'emballe, il sort en claquant la porte. À ce moment-là, Sartre descend l'escalier, court derrière lui, essaie de le rattraper, de lui expliquer qu'il n'a pas compris Merleau-Ponty, de dire non, t'as pas compris le livre, t'es pas assez philosophe, etc. C'est la brouille définitive. C'est comme ça que Camus et Sartre et Merleau-Ponty se sont brouillés. Et dans le fond, ce que Camus va reprocher à Sartre et va reprocher à Merleau-Ponty, etc., c'est tout cet appareil idéologique que vont construire à l'époque les communistes pour dans le fond, consentir aux meurtres, aux violences massives perpétrées par l'État soviétique. De la même façon que Bernanos, entre les deux guerres, s'en prendra très violemment aux catholiques qui, insuffisamment, condamneront les crimes perpétrés par le franquisme en Espagne. Alors, je n'ai pas relu récemment les textes de Bernanos, mais je suis persuadé que si je les lisais très attentivement, je retrouverais cette dimension chez Bernanos de refus du consentement au meurtre, à la violence, etc., dans La Grande Peur des Bien-Pensants, Les Grands Cimetières sous la Lune, etc. Donc, vous voyez, c'est ça, et donc, le consentement meurtrier, pour moi, c'est dans le fond toutes les histoires que nous nous racontons pour nous accommoder, pour nous arranger avec une violence quelle qu'elle soit, pour lui donner droit. Alors je me sens très en confiance ce soir, je vais donc courir un risque, mais que je vais courir. La dernière fois que j'ai parlé de consentement meurtrier, donc je vous le dis, ça m'a fait... J'ai à la fois eu plein de gens qui m'ont écrit pour me féliciter, et puis je me suis fait aussi quelques ennemis. La dernière fois que j'ai parlé de consentement meurtrier, c'est au mois de novembre, dans une tribune publiée dans Libération. Quelque temps, donc quelques semaines après les attentats du 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza. Et ce que j'écrivais dans cette tribune, c'est que vouloir continuer, après les attentats du 7 octobre, à qualifier le Hamas de mouvement de résistance, en dépit des actes de terreur, en dépit du viol des femmes, du massacre des enfants, de la déportation de vieillards, etc., continuer à l'appeler un mouvement de résistance, ça relevait du consentement meurtrier. C'était une forme extrême de consentement meurtrier, et ce que j'ai soutenu, alors c'est pas sous ce titre-là qu'a été publié le texte, il a été depuis publié dans un volume collectif. Je l'avais appelé le texte initialement disqualification, c'est-à-dire que peut-être qu'initialement il y a un esprit de résistance dans le Hamas, mais qu'il y a des actes, des façons de faire qui disqualifient la cause dont il se réclame, et qu'à ce moment-là, vouloir continuer envers et contre tous ces témoignages à l'appeler acte de résistance, cela relevait du consentement meurtrier. De la même façon, vouloir s'interdire de se poser la question de la nature exacte de la riposte israélienne, refuser de se demander dans quelle mesure il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, dans quelle mesure effectivement des populations affamées, etc., donc le défaut de soins, le blocage de l'accès aux soins, le bombardement des hôpitaux, refuser de vouloir poser, et alors là, je ne l'affirmais même pas, de poser la question de la qualification de ces actes et de se dire que peut-être quand même là, il y a quelque chose
qui ne relève plus seulement de la riposte légitime, mais qui a crime de guerre, qui a crime contre l'humanité, refuser ne serait-ce qu'on puisse poser la question, ça relève du consentement meurtrier, parce que ça consiste à vouloir considérer que ces milliers d'enfants, de femmes, de vieillards qui sont morts sous les bombardements, qui n'ont pas accès aux soins, ça consiste à les considérer comme un dommage collatéral. Voilà. Bon, je ne me suis pas fait que des amis, mais c'était ça la thèse, vous voyez. Donc je vous cite ça, parce que ça permet de voir très très bien ce que relève la question du consentement meurtrier. C'est ça. Et c'est ce livre, au CERF, qui s'appelle Le consentement meurtrier, et qui passe beaucoup par, pas seulement par Camus, mais où il y a aussi beaucoup de questions de Camus. Bonsoir, merci pour votre intervention. Vous avez évoqué la question des causes de la violence. Des causes de la violence et expliqué que c'était peut-être un principe de légitimation, de justification. C'est peut-être aussi une chose qui est nécessaire pour connaître l'origine, pour l'évoquer. Alors, je voulais vous interroger justement à ce propos, est-ce que finalement l'origine de la violence n'est pas la violence elle-même dans ce qu'elle a de... L'origine de la violence n'est pas dans la violence elle-même, dans la mesure où la réification empêche la reconnaissance. Et je voulais savoir enfin ce que vous pensiez de la dialectique du maître et du serviteur chez Hegel, parce que c'est aussi la réification qui permet d'accéder à sa propre conscience, du moins dans le modèle hegelien. Alors, je ne vais pas vous répondre sur Hegel, parce que je ne l'ai pas relu depuis un moment, la dialectique du maître et de la serviteur chez Hegel, mais ça fait partie des textes auxquels, effectivement, je sais qu'un jour, je vais devoir me confronter. Voilà. Après, sur la première partie de votre... vous savez, je dis toujours à mes étudiants, etc., que la philosophie, un parcours philosophique, c'est fait de rendez-vous qu'on a. On peut avoir rendez-vous avec un concept, on sait qu'un jour il faudra s'expliquer, avec la page d'un livre, avec un texte. Un jour, l'explication, le temps de l'explication viendra. Et donc voilà, alors pour répondre sur votre texte sur Hegel, voilà, je sais que la dialectique du maître et de l'esclave, c'est un livre avec lequel un jour l'explication viendra. De même que sur la violence, par exemple, je sais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais je ne l'ai jamais exprimé, je ne me suis jamais confronté, jamais fait le travail, c'est avec René Girard, La violence et le sacré. Je sais que c'est un jour, il va falloir que j'en passe par là et que vraiment je me confronte directement à ce livre-là. Pour répondre à votre question, je ne dis pas du tout que l'analyse de la violence par ses causes est illégitime, qu'elle ne sert à rien, qu'il ne faut pas la faire, etc. Ce serait extrêmement insultant vis-à-vis de mes collègues sociologues, historiens et autres. Il y a des disciplines entières, il y a des champs entiers du savoir qui analysent les causes de la violence, et bien évidemment que si je m'intéresse à n'importe quelle forme de violence, par exemple le trafic de drogue dans les quartiers, etc., il faut donner droit à une analyse qui montre comment il s'est implanté, quelles sont les causes, etc. Et c'est une analyse à multiples étages, et de même le travail. Je m'appuie beaucoup sur le travail des historiens, parfois sur celui des sociologues un peu moins. Donc évidemment qu'il faut aussi... Prenons un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé, la question du terrorisme. On a évidemment besoin, pour comprendre le terrorisme, du travail des historiens, du travail des sociologues. Quand nous avons fait vous m'avez dit que vous alliez recevoir très prochainement Michel Viviorca. Quand nous faisions partie de ce comité, il y avait des historiens, il y avait l'historien très célèbre Henri Rousseau, qui maintenant, lui, dirige le comité du musée mémorial. Alors, il ne faisait pas partie au tout début, mais au tout début, il y avait Michel Viviorca comme sociologue. Et donc, parce que pour comprendre le phénomène du terrorisme, pour savoir quelle réponse l'État doit apporter, pas au terrorisme même, mais à la question de sa mémoire, de son explication dans le milieu scolaire et pour le grand public, on avait besoin aussi bien de l'historien qui nous dit quand, comment ça commence, c'est quoi l'histoire du sociologue. Donc moi, je ne récuse pas du tout l'idée que pour traiter de n'importe quelle question de violence, le travail de l'historien et du sociologue soit légitime, et la meilleure preuve, c'est que parfois, j'ai aussi besoin d'eux. Mais mon point de vue à moi, depuis toujours, il est à l'articulation de l'éthique et de la politique. C'est ça qui m'intéresse en philosophie. C'est l'articulation de l'éthique et de la politique. Et pour articuler l'éthique et la politique au regard de la violence,
il faut partir de ces effets. Pour pouvoir dire quelque chose philosophiquement qui tienne la route sur la violence, il faut ce qu'on appellerait, alors c'est un gros mot philosophique, mais je vais le dire pour les philosophes, ce qu'on appelle une phénoménologie. Moi, c'est ça mon horizon philosophique, c'est de là que je viens initialement, une phénoménologie de la violence, une phénoménologie des effets de la violence. Donc une philosophie descriptive, c'est ce que je fais pour parler de l'inceste, des dérives sectaires, etc. Une philosophie descriptive qui nous dise quels sont les effets de la violence sur les corps et les esprits, parce que sans ça, on en parle de façon très abstraite. Sans ça, on oublie tout simplement les victimes elles-mêmes. Vous avez de très beaux passages sur le deuil, notamment, oui, qui est un des effets de la... Je vais vous dire, parce que ça c'est très... Je vais vous dire pourquoi, parce que dans le fond, à un moment, je dis toujours que dans le fond, la violence suppose donc l'éclipse de cette responsabilité de l'attention, du soin et du secours qu'appellent la mortalité et la vulnérabilité d'autrui. Mais je n'étais pas allé beaucoup plus loin et je voulais savoir, en tout cas, en quoi consistait cette éclipse. Qu'est-ce que c'est l'éclipse? Et alors, oui, vous avez raison, c'est marrant parce que cette page est souvent citée et on m'en parle souvent. Il y a un moment, effectivement, où je vous dis dans le fond que ce que nous partageons le plus au monde, c'est l'expérience du deuil. C'est ce qui, alors je ne sais plus quelle est la phrase, je ne l'ai pas en tête, heureusement pour moi, je ne connais pas les phrases par cœur, mais à un moment je dis que dans le fond, le lien qui nous lie les uns aux autres, comme êtres humains, fondamentalement, c'est la compréhension du deuil, c'est la projection du deuil. C'est-à-dire que je peux, quel que soit l'individu que je croise, je peux me représenter son deuil, je peux, voilà. Et la meilleure preuve, c'est que nous attendons, lorsque elle se manifeste, cette compréhension, dans les condoléances que nous écrivons pour être à la mesure du deuil qu'un proche vit. Elle est aussi dans l'attente que nous avons quand nous sommes endeuillés de ces témoignages de la part des autres, de compréhension, de ce partage du deuil. Donc il y a quelque chose dans les liens qui nous lient les uns aux autres. Il y a quelque chose de fondamental qui est lié au partage du deuil, à l'expérience du deuil. Et dans le fond, ce que fait la violence, aveugle ou pas aveugle, elle éclipse, c'est l'éclipse de cette conscience-là. Elle éclipse, je vais essayer de retrouver cette phrase, si vous me laissez 2 secondes. Je crois que je sais à peu près où elle est, parce qu'elle n'est pas très compliquée. Voilà. Je vais vous lire juste après je m'arrête. Tuer fanatiquement, aveuglément, comme nous en avons eu le plus terrible des exemples au début de l'automne 2023, quand des hordes de terroristes sont venus massacrer de sang-froid méthodiquement des familles entières, femmes, enfants, vieillards, mais aussi une jeunesse festive qui ne demandait qu'à vivre, c'est non seulement supprimer des vies singulières, c'est-à-dire ces mondes infinis que chacune de leurs victimes était à elle toute seule, mais c'est aussi précipiter des familles entières, des communautés de vivants dans le chagrin du deuil. C'est rompre par la même, voilà la phrase que je voulais trouver, c'est rompre par la même le lien des pleurs, qui est une modalité essentielle de notre interdépendance. Notre interdépendance, les uns à l'égard des autres, les uns avec les autres, les uns vis-à-vis des autres, c'est ce que j'appelle ici le lien des pleurs. Voilà le sens de l'éclipse dont je parlais, l'éclipse de la tension, de la responsabilité de l'attention, du soin et du secours qui exige de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Voilà le sens de l'éclipse. Elle ne suspend pas seulement, elle efface, sinon brise définitivement, cette attache qui transcende la particularité de nos attachements et qui est peut-être le lien des pleurs. Voilà, le lien des pleurs. C'est peut-être le sens ultime que nous devrions garder à l'idée d'humanité. Je pense à ce que vous dites à d'autres moments, c'est
il faudrait pouvoir oser pleurer pour l'ensemble de l'humanité. Oui. Et nous ne pouvons pas pleurer malheureusement pour chacun. Voilà. Et c'est sans doute ça le consentement meurtrier auquel nous sommes contraints dans cette ambiguïté de la vie. Il faudrait pleurer pour chacun. Oui. Et nous ne pouvons pas le faire et nous sommes obligés d'accepter. Oui, mais alors il y a aussi, voilà, et ce qui rentre en jeu après, c'est toutes les, voilà, tous les discours, toutes les idéologies qui construisent des divisions pour exclure, voilà, de cette communauté des pleurs, ce qu'il ne s'agit pas de pleurer. Une dernière question rapide peut-être ? Dernière question, ultime question peut-être. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence entre celui qui consent et celui qui ne consent pas à consentir, si je peux dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de dire non ou pas alors, à la violence? C'est une très belle question et c'est une très forte question. Moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants qu'il y a deux points absolument mystérieux et aveugles dans l'existence. Deux points mystérieux qu'on ne peut pas reconstituer, qu'on est incapable de reconstituer, et pourtant ils changent tout. Et pourtant ils déterminent tout. Et ces points mystérieux, c'est le plus aveugle de l'existence, c'est la conscience de notre finitude. On peut très bien se souvenir de l'expérience de la perte d'un grand-père, d'une grand-mère, de l'expérience... Mais il y a un jour dans l'existence où tout à coup vient à la conscience la connaissance non seulement de notre propre finitude, notre propre mortalité, mais de celle de tous ceux qui nous entourent. Et on sait que être un humain vivant et un vivant en général, c'est être voué à un inévitable dépérissement. Quand le petit enfant ne le sait pas, vous ne naissez pas en ayant conscience de la finitude. Vous ne naissez pas en vous sachant mortel et en sachant que ceux qui vous... Heureusement d'ailleurs, et en sachant que ceux qui sont autour de vous sont mortels. Et puis un jour vous le savez. Et vous ne savez pas quand vous le savez, mais un jour vous le savez. Et c'est un point, ça change tout. Dans la perception de l'existence, de la vie, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, le fait de découvrir la finitude, c'est probablement l'expérience la plus bouleversante qui soit, c'est évidemment l'expérience cognitive la plus traumatisante qui soit, et c'est un traumatisme très profondément enfoui que personne n'est capable de retrouver et de reconstituer. Eh bien, je pense que là, il y a quelque chose d'essentiel qui se joue dans notre rapport à la mort, et que dans ce quelque chose qui se joue dans notre rapport à la mort, c'est probablement, de façon embryonnaire, l'éveil de la responsabilité. Voilà. Et après, l'autre point mystérieux de l'existence, c'est, dans le fond, le cheminement en nous de l'expérience de l'injustice. Je veux dire que grandir, dans le fond, grandir, c'est faire l'expérience de l'injustice. C'est apprendre à vivre un jour avec l'injustice. Et dans cet apprentissage de l'injustice, dans cette expérience de l'injustice, dans cela, je crois pas, à la différence de l'expérience de la finitude, celle-là, on peut reconstituer dans son existence des événements qui nous ont confrontés pour la première fois à l'expérience de l'injustice. Je pense que quand on a fait cette expérience de l'injustice, il y a un certain nombre de paramètres fondamentaux qui se mettent en place. Et puis l'expérience de la violence. Et donc, comment se construit, quelle est en nous, mais ce que je sais en tout cas, c'est que, évidemment, que tout être singulier, dans son histoire propre, dans l'histoire qui le définit, qui définit son rapport au monde, son être au monde, il y a la façon dont l'expérience de l'injustice, l'expérience du langage, l'expérience de la violence ont construit ou non ce refus de consentir à la violence, de s'en accommoder, etc. Et je crois qu'il est
infiniment plus... Je crois que ce refus de la violence, parce que là je ne voudrais pas avoir l'air très pessimiste, trop pessimiste, je crois qu'il est infiniment plus partagé qu'on ne le pense. L'une des grandes choses auxquelles je crois le plus fondamentalement dans mon existence, c'est à la force des mouvements associatifs. C'est à la force de ceux qui, à un moment, construisent leur existence et leur engagement sur un refus. C'est le refus, parce que consentement à la violence, consentement meurtrier, il y a une autre expression que j'utilise beaucoup, récemment, c'est le consentement à la misère, qui est une autre forme de consentement meurtrier, en réalité. Et je pense qu'il y a énormément... Il m'est intervenu beaucoup, il m'est arrivé ces dernières années d'intervenir beaucoup dans des milieux associatifs, plus que dans des milieux strictement universitaires. Et ce qui me frappe, c'est le nombre de gens que je rencontre qui ont dans leur vie, dans leur existence, un engagement au service des migrants, des sans-papiers, des êtres les plus précaires, des analphabètes, des gens qui viennent au secours de toutes ces formes d'injustice, d'inégalité, de misère, et qui construisent leur existence sur ce refus-là. Et puis, il y a des... C'est très mystérieux, il y a des lectures, il y a des films, il y a des... Moi, je sais que quand j'avais 15 ans, j'habitais en province, un jour, je suis allé... il y avait un cycle Costa Gavras au lycée. J'ai pris mon vélo, j'habitais loin du lycée, et je suis allé voir 2 soirs de suite, une première fois l'aveu, une deuxième fois Z. Je pense que c'est mes premiers paramètres politiques, j'avais 14-15 ans, ils viennent de là. J'ai vu ces 2 films-là, les choses étaient calées. Je savais ce que politiquement, je refuserais toute ma vie, à 15 ans. Donc je pense que ça peut être déclenché par un film, par un livre, par un jour... moi je me souviens d'une lecture enfant, il y avait un livre qui était dans une collection de livres pour enfants qui s'appelait « Il était un capitaine ». C'était le récit de l'affaire Dreyfus. C'est un livre que j'ai lu et relu dans mon enfance, mon adolescence, etc. Là aussi, il y avait des choses qui se mettent en place. Ça peut être des lectures d'enfance, ça peut être qu'il faut qu'on va construire ensuite sa singularité. On va inventer sa propre singularité à partir d'un certain nombre de refus et de principes qui se mettent en place là. Donc ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est l'origine de la finitude, qui à mon avis détermine quelque chose. Il y a les expériences qu'on a dans l'enfance, de la violence, de l'injustice, et puis il y a les lectures et les films qui nous permettent de mettre le doigt dessus. On va en rester là, malheureusement. Merci infiniment de cette leçon de philosophie. Je vous en prie.